encore envie de toute évidence d'entendre Philippe et Bruno. Donc je ne vais pas me priver du plaisir de passer la parole à Philippe pour réagir sur ce qu'a dit Bruno, sur ce qu'ont dit les intervenants. Je pense que nous sommes quand même tous d'accord. L'état d'esprit général, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle stratégie quand on demande une vision qui ne viendra pas des dirigeants politiques. Et ça doit pas vous effrayer actuel. Parce qu'ils sont matricés, ils sont prisonniers d'un système, les systèmes nationaux en difficulté. Par contre, de tout temps, quand il y a eu des problèmes historiques, la société civile vivante, les clubs, les mouvements, se sont pris par la main et ont préparé l'avenir. Toujours. Il n'y a pas de stratégie et de vision qui ne soit sortie du vivier des Européens d'aujourd'hui. Donc ça, il faut avoir à l'esprit. Donc avoir conscience que de nos propres forces, de notre capacité de parler aux jeunes, c'est un vrai défi, dialoguer avec les jeunes, mais nous avons absolument besoin de ramener, de développer un mouvement européen pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous allez me dire, ça c'est le problème de fond. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des signes d'espoir? Est-ce qu'il y a des potentiels? Je réponds oui. Et le signe d'espoir, c'est qu'on a beaucoup mieux conscience des problèmes aujourd'hui qu'à 5 ans. Donc, on a pris conscience, on a, hélas, ça va triste, puisqu'effectivement, on ne peut pas anticiper, mais, alors qu'il faut anticiper, mais quand même, on est dans le concret, le comment. Hier, j'étais à Nantes, donc, il y avait un mélanchoniste tribune, un économiste atterré, là, on s'est bien entendu. Donc, non, mais signe, quoi. D'abord, il nous a bien expliqué, pour qui rejoint ce qui a été dit, à propos de l'euro, ils sont divisés. Il y a une minorité qui est pour sortir et une majorité qui n'a pas envie de sortir. Donc, ils cherchent, même là. Et donc, il y a un début de prise de conscience. Il faudrait évidemment faire une comparaison dans notre pays. Cela dit, l'attractivité de l'Europe demeure. L'Ukraine, je connais un peu ce qui se passe en Pologne, mais une fraîcheur sous-estimée des Européens. J'étais en Lituanie l'autre jour, ils étaient tout de suite d'emblée de façon optimiste d'ailleurs. Et pourtant dans une zone où ils ont beaucoup trinqué, ils ont eu des chocs thérapeutiques, et ils sont, comme on fait, parce qu'ils ont l'habitude aussi de faire des sacrifices, entre parenthèses, ils avaient déjà fait des sacrifices pour venir, ils ont conscience qu'il faut continuer, mais maintenant ils demandent plus, ils sont plus exigeants, ils veulent participer aux décisions. Des potentiels, j'en vois dans les comités d'entreprise, sous-utilisés, les comités sectoriels qui sont importants, le regain de questions sur l'entrée des régions. En France, non. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans, quand j'étais rapporteur au Parlement européen sur les services publics, sujet éminemment français, alors j'étais invité 5 fois à Vienne, plusieurs fois à Leipzig en Allemagne et j'en passe, et en France, j'étais invité à Lanester et à Lyon, point final, alors que c'est le sujet numéro 1 des Français, apparemment, et dans les deux cas, ils croyaient que c'était l'OMC qui nous plaçait dans le service public. Ils connaissaient strictement rien à ce qui se passait au niveau communautaire. On n'en est plus là. On n'en est plus là puisque nos régions arrivent à monter, par exemple la région Pays de Loire est capable de proposer de la politique industrielle dans les espaces maritimes de haut niveau. Mieux que la Commission, là, par exemple, pour prendre un hommage. Dans la Commission, je l'ai dit aussi, alors l'autocritique, je ne peux pas répondre à Bruno là-dessus, la Commission Barroso est un choix des États membres. Si on rate à nouveau ce coup-ci, ça va recommencer. Mais ça va recommencer avec le risque, cette fois-ci, ça peut être quand même vraiment l'affaissement. D'où ma rage à propos de l'affaire Barnier. Non, et c'est pas parce que je suis suppôt, d'ailleurs c'est un électron libre aussi. C'est le plus à gauche des commissaires européens, disent
sur son contenu, c'est pas à droite ou gauche la question. Il va sur des questions concrètes et des réponses concrètes. Donc on a quand même beaucoup d'éléments qui montrent qu'il y a des choses qui commencent à être réalistes. Alors si on veut aller plus loin, faire fructifier ces potentiels, qui moi me donnent les entreprises, j'ai oublié les entreprises. Alors c'est ambivalent les grands patrons, parce qu'on travaille beaucoup avec les entreprises, mais ils savent que la question de la responsabilité européenne leur est posée. Alors évidemment, ils négocient. Le système bancaire, je n'aime pas trop les réactions de lobby, là, au sens classique. Il faut des lobbies. Parce que les lobbies amènent l'expérience irremplaçable des entreprises, de la concurrence, de la mondialisation, que n'ont pas les administrateurs. Donc, il faut des lobbies pour comprendre les choses. Après, il faut dégager l'intérêt général. Est-ce qu'il y a dans les entreprises des gens porteurs d'intérêt général? Donc voilà, je veux dire, du point de vue des origines. Il y a dans les entreprises des gens qui portent des idées d'intérêt général européen. Et si je dois bâtir des politiques industrielles européennes, eh bien, je vais causer avec ces gens-là qui vont m'aider à faire mon programme. Donc, sous-estimons pas, c'est du côté des grands, parce que malheureusement, les petites et moyennes entreprises, surtout en France, sont complètement, sont pas dans le coup, quoi. On les a jamais aidés à se servir du grand marché, ils sont sous-informés, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de fonds de développement. Terrible. Là, on commence à en prendre conscience en France, d'ailleurs aussi. Sauf que les startups, les jeunes, eux, ils ont une vision très souvent plus européenne. Et internationale. Et donc il y a un potentiel jeune. Et donc aussi, par exemple, moi, des mots d'ordre du livre, c'est bâtir une communauté européenne de l'éducation, du travail et de l'entreprise. Il faut revoir la question du travail professionnel. C'est un mot d'ordre qui peut payer. Pour moi, c'est mon numéro 1. Et donc, il y a des pistes. Défaut d'explication et d'information, oui, on est desservi par notre espace public intérieur, avant de se porter contre Bruxelles, et il faut demander mieux à Bruxelles, mais c'est en interne. Il y a 10 ans, dans un débat public, j'avais fait un rapport au gouvernement français, 15 ans, le Paul Jospin, faire participer les Français, il y avait toute une série de points, dont effectivement un ministre des Affaires européennes qui soit vice-premier ministre, en fait, pour acculturer les gens, avec mission d'information, d'éducation, etc. Ils ont mis ça dans le placard aussitôt. Bon, ils m'ont donné des données numériques au passage, mais directement dans l'armoire. Le problème se joue là, il se joue chez nous, comme ailleurs, comme dans d'autres pays européens. Je crois que c'est endogène. C'est endogène, systématiquement, c'est endogène. Absolument. Mais donc, il faut voir que c'est chez nous, avant de s'attaquer à Bruxelles, que c'est chez nous que les... Et donc, dans un meeting, je disais ça après que le rapport est allé dans le placard, et il y avait Hollande et il disait oui, Herzog a raison, l'État-nation fait l'écran pour le citoyen. Évidemment, on n'en tient jamais compte après. Maintenant, c'est l'écran. Et donc, il faut se retourner chez nous en disant je veux les moyens d'information, d'expression, Rien les ne change. PME, le coaching, l'information, les jeunes, les guichets, etc. etc. Et donc ça, c'est à faire chez nous, je n'ai pas le temps de développer. On pourrait beaucoup mieux utiliser les comités économiques et sociaux régionaux où il y a une ligne de connaissances, pour prendre un exemple. Bon, mais il n'y a pas que constitué. Je trouve que le CESE national a beaucoup de mal à présenter l'Europe, même si j'ai fait une audition la semaine dernière, où ça a énormément marché, donc il a aussi un potentiel. Donc, bon, je ne développe pas ça, mais j'ajoute là-dessus sur une question, mais il faut aussi plus que ça. Il faut que les gens puissent faire l'expérience de l'altérité. C'est-à-dire, il faut qu'ils apprennent, pas seulement chez eux, mais en circulant, et pas seulement par le tourisme ou par Erasmus. Il faut qu'on leur tende la main pour les intéresser à certaines choses. Je prendrai 2 exemples concrets. Un a été suggéré par Bruno. S'il y avait un livret d'épargne européen dédié à nourrir un fonds d'investissement, ben c'était la première idée de Barnier il y a 5 ans. Je lui avais dit, d'ailleurs, je me reproche, fais attention, ça ressemble, ils vont te flinguer parce que c'est trop franco-français. Oui, mais c'était très juste, parce que là, tu touches les épargnants. Deuxième exemple, deuxième exemple qui va ressortir, là, je ne vais pas réfléchir. C'est une idée que j'avais eue, mais il n'a pas
pareil pour le contrat de travail. Si l'Europe était capable de proposer, voilà, vous voulez mieux vous former, vous voulez aller faire une expérience de travail autrui, je vous offre une possibilité. Évidemment, on va me dire tout de suite, oui, mais ça suppose la portabilité des droits, mais on fait ça aussi parallèlement. Les contrats de travail, ça touche tout le monde. Voilà deux idées concrètes. Donc il faut que l'Europe retrouve, vienne là où vivent les gens. Il y a plein d'idées comme ça qui sortent. Et donc il faut faire l'épreuve de son européanité, et donc il faut que l'Europe vienne chez vous. C'est pas simplement parce qu'on craint la mobilité. Et là, on a fait des contresens. Moi, dans la rue à La Rochelle, il y a 15 jours, là, il y avait quelqu'un qui, typiquement les ouvriers, on a pris plein la figure, qui d'ailleurs avait l'intelligence de critiquer d'abord le partage du travail de l'époque, de fin de l'époque, on invente les 35 heures partage du travail, et il assimilait aussitôt faire entrer les Polonais et autres, c'est du partage du travail. Intéressant, mais intelligent. Bon, donc, ben oui. Et donc ça, évidemment, il y a un vrai problème là-dessus. Ce genre, il faut riposter, ce sont des idées qui ramènent la préférence pour l'emploi. Donc, on a là vraiment des défis de renversement sur l'emploi, et là, à mon avis, c'est pas une différence avec Bruno, mais c'est quand même pour moi, serpent social, on a tenté, je suis pour des minima sociaux, différenciés évidemment selon les capacités du pays, je suis pour des règles d'or, les salaires doivent évoluer sur la productivité, je suis pour le principe de basculer le financement de la protection sociale sur l'impôt au lieu de le faire peser sur l'emploi. Ces principes pourraient être partagés. On les découvre en chemin d'ailleurs. Mais il faut que le social européen se baptise, d'où ces exemples, l'épargne, qui suppose une fiscalité adéquate, sa fiscalité c'est très important évidemment, et du contrat de travail. Mais mon idée phare, c'est que justement, le social européen, c'est formation, emploi, innovation. C'est ça le social européen. Et là, il faut des politiques politiques. Et il faut basculer massivement les fonds structurels. Ce qu'ils essaient de faire, je prenais l'initiative NETS en anglais, Not in Education, Employment and Training. C'est ça. Donc, les jeunes qui sont très nombreux à ne pas être dans le système scolaire, ne pas être en formation, ne pas être sur le marché du travail, et la Commission essaie de proposer des choses. Mais il propose des choses, évidemment, en faisant injonction aux États membres de produire, de donner un objectif du genre, dans les 4 mois, tout jeune devrait être soit en formation, soit en emploi, soit en apprentissage avec une partie éducative. Et donc, c'est très bonne pression sur les États membres déjà. C'est pas, j'essaie encore de bricoler des subventions pour, à tout prix, c'est le but social. Et l'Europe peut faire beaucoup et donner l'exemple précisément s'il y avait des programmes européens qui soient dirigés, qui proposent ce genre de solutions. Et si on bascule les fonds structurels là-dessus, à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire levier, pour parler ainsi, et de donner le sens de comment on peut prendre un accord en commun la question de l'emploi. Y compris, et d'ailleurs, ça retrouve un peu l'idée contrat du travail, c'est dans ce cadre-là que la Commission elle-même a dit votre premier contrat EURES, parce que EURES est un guichet pour les mobilités, mais ce guichet qui ne fait que communiquer éventuellement les offres d'emploi d'un pays à l'autre pourrait être assorti d'une offre incitative d'entrer dans une mobilité positive. Il faut renverser, ça ramène à mon gars sur le partage d'emploi, il faut casser le retour à l'emploi national qui est typiquement le thème de l'entre-deux-guerres, et pour amener l'Europe vient chez vous et vous pouvez entrer en mobilité positive. Question cruciale pour moi. Je ne veux pas épiloguer, vous voyez que ça peut être très concret. Ce qui suppose évidemment que la Commission rebascule sur le local. À l'époque de Jacques Delors, ça existait. Il y avait des antennes locales qui ont appris aussi à l'administration à bien travailler dans la gestion des fonds structurels. Et ça, Barroso, ah non. D'abord, avant Barroso, il y a
tenté, il y a un livre blanc qui est dans les placards sur la gouvernance participative. On y a contribué, c'est dans les placards. Ça a été cassé par la Convention quand même. Vignon, on dirait une chose comme ça. Au lieu de faire ça, on s'est lancé dans Philadelphie. Je suis désolé, ça c'est pas mon passe. Surtout avec la composition de la Convention. Bien entendu. Donc, enfin voilà pour épiloguer sur ce que vous dites, un tout dernier mot, je ne reviens pas sur la paix, mais la paix suppose maintenant une politique extérieure. Enfin, j'ai quand même une idée générale, c'est que c'est les solidarités nouvelles. Il faut arriver à... Le problème de la paix se pose à l'échelle planétaire. Ça n'est plus seulement arrêter de s'entretuer chez nous. C'est une question planétaire. De dehors, ils nous regardent parce qu'ils se disent, eux, ils ont réussi chez eux. Donc ça peut être un modèle. Mais donc, on ne va pas exporter ça, le modèle, justement, à chacun de les siens, mais il faut pousser les gens vers des mises en solidarité. Et là, vous avez des questions qui s'appellent des biens publics, régionaux et mondiaux. C'est-à-dire, des questions comme l'eau, des questions comme l'environnement, on suppose, on essaie de faire des gammes, on essaie de les faire partager. Évidemment, on a beaucoup de mal et ce n'est pas le moment de dire comment on va s'y prendre. Je termine par la dette. Paradis fiscaux, on a progressé ce paradis fiscaux. Aux dernières nouvelles, on est en train de négocier avec la Suisse, mais Luxembourg et Autriche viennent de lâcher échange systématique d'informations. Et la Suisse va lâcher. Donc c'est dur, hein. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Ça fait des années qu'on essaye, il y a pas de résultats. Ça ne réglera pas tout, mais au moins on essaie. On commence. De même, c'est dans la réforme Barnier sur les banques, interdire la spéculation sur fonds propres, mettre la transparence sur le crédit spéculatif, qui a été refusé, y compris par la France, je suis désolé. C'est pour ça que mon gauchiste soutient hier, soutient un fonds Barnier. Ça fait partie des paradoxes. C'est mondial, je veux dire. Comment Obama peut faire quelque chose si les Européens ne font rien? Ils ont fait. Donc on peut donner l'exemple et qu'on ne dise pas ça va être au détriment de l'attraction des capitaux chez nous. Parce que les capitaux sont prêts à rentrer chez nous s'ils croient dans le devenir de notre zone euro et s'ils font confiance aux politiques. C'est ça. Et d'ailleurs, ils le font. Quand on se fait financer nos dettes à très bas taux d'intérêt historique, les françaises même, depuis que Draghi a pris la parole et que Mme Merkel a appris Draghi, eh bien, les marchés nous foutent la paix. Donc les marchés n'ont pas envie de faire exploser l'union. Mais quand ils n'y croient pas, évidemment, comme c'est déjà arrivé, et comme il peut y avoir il y aura des réactivités financières, donc il faut absolument consolider la zone, ça nous renvoie à nos problèmes intérieurs. La dette ne peut pas s'annuler quand même. Il faut éviter qu'elle se valorise par... S'il y a une déflation, la dette est un poids trop lourd. Donc une inflation modérée, ça ne se défait pas. Mais attention à la déflation, qui alourdit la dette, c'est quelque chose de plus. Mais annuler la dette, ça se fera sur restructuration de dette grecque, on a commencé, mais c'est trop court. Donc pouvoir traiter des situations de défaut d'État, j'annonce que c'est un problème du futur qu'il faudra pouvoir résoudre. Donc il faudra des dispositifs type fonds monétaire européen. Donc ça c'est clair. Mais ça se négocie, les annulations de dette. Parce que c'est un trou dans les bilans de ceux... C'est bon pour celui dont on annule la dette, mais pour l'autre c'est un trou dans son bilans. Donc ça se négocie, et ça doit se négocier effectivement dans l'espace européen, mais pas systématiquement, parce que sinon tout est permis. Je veux dire, on annule nos manquements, on croit qu'on va annuler nos manquements historiques et repartir du manqué, c'est plus compliqué que ça. Merci beaucoup, Philippe. Je ne me permettrai pas de conclure après une intervention aussi brillante. Je vais plutôt simplement prendre quatre points, et très brièvement en plus, 4 points qui me paraissent fondamentaux, vraiment des points pour l'avenir. C'est d'abord le rôle des jeunes et le rôle des nouvelles générations. C'est évident, c'est sur eux que repose, on va venir sur la définition, mais également que repose une vraie survie et un vrai renouveau de l'Europe. Deuxièmement, ça a été dit, expliquer, communiquer, informer, c'est une grave faiblesse de l'Europe, et ça, il faut vraiment
soit, comme ça a été dit, une commission forte. On a vu le rôle et la différence qu'il y a eu quand Jacques Delors a pris la commission et a occupé ses fonctions pendant 10 ans. On a vu les différences, on a vu les pas gigantesques qui ont été faits notamment avec le marché intérieur, notamment avec l'euro, et la liste pourrait être longue. Bruno a eu la gentillesse de parler des 30 glorieuses. Il était optimiste, je trouve quand même, parce que finalement les débuts de la construction européenne ont été vraiment des petits pas et parfois même des petits pas en arrière. Donc je crois que le vrai démarrage a eu lieu en 85 avec l'arrivée de Jacques Delors. Et le dernier point, c'est le message d'espoir que vous nous avez donné tous les deux, le message de paix qui a été rappelé parce qu'il faut le rappeler sans cesse, et le prix Nobel nous l'a rappelé. Et ce message d'espoir surtout parce que concrètement, vous avez tous deux donné des éléments, donner des pistes, donner des piliers concrets d'action qui sont possibles, qui peuvent être faites et qui doivent être faites si, de nouveau, les gouvernements veulent bien doter la Commission d'un président fort et de membres de la Commission forts, parce que Michel Barnier est un commissaire très fort, très puissant, mais il est relativement solitaire dans cette capacité, dans cette volonté d'action. Merci beaucoup, merci surtout à vos intervenants parce que c'était vraiment passionnant, merci à vos interventions, c'était aussi très intéressant. Nous avons la possibilité de faire une visite de la maison pour ceux qui le souhaitent. Nous avons aussi un petit cocktail qui nous attend. Sachez que le bus repartira à 18h, pour ceux qui souhaitent l'emprunter pour repartir. À 18h, il repartira de Paris. Donc on a un moment à la fois pour un cocktail, donc pour continuer nos discussions, et pour la visite de la maison.